considérable, pas besoin d'insister. Nous sommes au bout de cette audition, de ce grand taux, avec le dernier des orateurs, le dernier des candidats qui a accepté de venir se présenter devant vous aujourd'hui. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir l'ancien Premier ministre François Fillon, s'il vous plaît, candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Fillon, par courtoisie et par principe, je vous rappelle l'organisation, vous le savez, 10 minutes pour vous de propos liminaires, et ensuite, questions de la salle et questions du Conseil de l'agriculture française. Je vous en prie, vous avez la parole. Bon, mesdames et messieurs, vous en avez peut-être assez, il y a peut-être trop de candidats à l'élection présidentielle, et la matinée a été longue, donc je vais essayer d'aller droit au but. D'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour Xavier Belin. Je veux saluer son action au service de l'agriculture, mais je veux aussi saluer les valeurs qu'il portait, le travail, l'entraide, la responsabilité, le sens du progrès. Sa disparition nous a tous choqués et son souvenir restera gravé dans nos mémoires. Je veux aussi saluer Christiane Lambert, qui assure l'intérim dans des conditions difficiles. C'est une femme solide, courageuse, c'est normal, c'est une femme de l'Ouest. Malgré l'engagement de Xavier Belin et de tant d'autres à ses côtés, la France a été ingrate avec son agriculture. De très nombreux agriculteurs sont plongés dans un désarroi profond et malheureusement parfois tragique. Les crises se sont succédées sans réponse durable. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? L'agriculture est pourtant un secteur stratégique. Elle est la garante de notre indépendance alimentaire et de notre souveraineté. Et c'est un des piliers de notre commerce extérieur. L'agriculture française est moderne, elle est productive, elle est innovante, elle s'est imposée comme une des meilleures au monde. Mais d'un autre côté, elle cumule les crises sanitaires, les accidents climatiques, les prix extrêmement fluctuants et bien souvent trop bas pour couvrir les coûts. Ce qui est en plus rageant dans cette situation, c'est que vous devez faire face à une autre calamité, à une calamité qu'on pourrait très bien éviter, la réglementation envahissante, l'avalanche des normes, un principe de précaution qui tourne à l'obscurantisme et des idéologues qui voudraient vous renvoyer au XIXe siècle alors que l'agriculture doit se projeter au XXIe. Quelle autre profession accepterait de subir autant de contrôles tatillons d'une administration qui devrait, à l'inverse, concentrer son énergie à soutenir ses projets? Quelle autre profession accepterait d'être en butte aux caricatures des médias et des marchands de peur qui ne savent rien des pratiques agricoles et encore moins de la vie des agriculteurs? Moi, je veux que les agriculteurs soient respectés. Et pour commencer, je n'accepte pas que la parole de ceux qui vous représentent, les syndicats agricoles, les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles, soit mise au même niveau que les élucubrations d'associations qui ne représentent qu'elles-mêmes. Les questions que se pose la société sur le climat, sur la biodiversité, sur le bien-être animal, sur la qualité des aliments, sur l'environnement sont des questions légitimes. Mais les agriculteurs n'y sont pas plus indifférents que les autres. Et vous travaillez depuis longtemps à améliorer vos pratiques et les résultats sont déjà là. L'urgence aujourd'hui, pour moi, c'est de libérer les entreprises agricoles de ce qui les étouffe. L'excès de réglementation, l'excès de méfiance, de complexité, l'excès de charge. En un mot, je veux redonner la liberté aux agriculteurs. La liberté d'entreprendre d'abord, parce qu'un agriculteur, c'est un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur comme les autres. La liberté d'innover, et pour cela, je veux dire que nous devrons reconnaître davantage le droit au progrès, le droit à la recherche dans tous les domaines qui sont les domaines d'avenir des filières agricoles, la génétique, les nouvelles biotechnologies, le numérique. Et dans cet esprit, je prends un premier engagement devant vous. Je veux que les entreprises agricoles soient éligibles au crédit impôt recherche lorsqu'elles font de la recherche et de l'innovation. La liberté de travailler, je m'engage, c'est mon deuxième engagement, à ce que toutes les règles que la France a surtransposées soient ramenées
au niveau des exigences européennes, ni plus ni moins. Et je proposerai de le faire dès le début du quinquennat par une ordonnance qui permettra de supprimer toutes les normes qui ont été ajoutées aux normes européennes, sauf naturellement lorsqu'il y a une raison absolument impérative pour l'avoir fait. Je vais même ajouter un point, je proposerai qu'on vote un texte législatif pour s'interdire à l'avenir toute surtransposition des normes européennes, comme l'ont fait d'autres pays européens. Ensuite, je veux moins de charges sociales pour les entreprises agricoles. Je propose une baisse de 40 milliards des charges sociales pour l'ensemble des entreprises françaises, qui viendra s'ajouter au CICE. Je reprends le CICE, je le mets dans la baisse des charges linéaire pour toutes les entreprises et pour tous les niveaux de salaire. Et naturellement, cette baisse des charges concernera directement les entreprises agricoles. Pour la financer, je propose d'augmenter de 2 points le taux principal de la TVA. C'est ce que beaucoup d'entre vous ont appelé de leur vœu depuis longtemps, une TVA sociale permettant de faire financer la protection sociale par la consommation et en particulier par les importations. Ensuite, je veux aider les agriculteurs à maîtriser les risques. Ça passe par la prévention des risques sanitaires, la surveillance des maladies, la vaccination lorsqu'elle est possible, la prévention ensuite des risques climatiques et en particulier de la sécheresse par une politique de stockage ambitieuse de l'eau qui est aujourd'hui dramatiquement déficiente et que nous devons relancer. La maîtrise des risques passe aussi par leur couverture avec l'assurance lorsque le risque est limité à l'exploitation, avec les fonds de mutualisation lorsqu'il est collectif. Je veux prendre un nouvel engagement, celui de mettre en place un compte épargne aléa, c'est-à-dire une épargne volontaire qui permettra de constituer librement des réserves financières pendant les bonnes années pour les utiliser librement, les plus mauvaises, sans plafond, sans imposition, sans limite de durée. Lorsque vous alimenterez ce compte épargne, le montant passera en charge d'exploitation et lorsque vous prélèverez l'épargne, ça passera en produit. La maîtrise des risques passe enfin par la politique européenne, dont on a plus que jamais besoin. La politique agricole commune s'est éloignée de ses principes fondateurs. Je n'ai pas besoin de le rappeler devant vous. Moi, je veux conserver son budget sur des modalités pluriannuelles, malgré le Brexit, mais en même temps, je veux une PAC puissante, ambitieuse, réactive, concentrée sur ses missions. Je veux que la nouvelle politique agricole commune s'occupe de l'agriculture et des agriculteurs européens et d'eux seuls. Ça veut dire que je veux qu'elle se concentre sur 2 priorités, la gestion des risques et le soutien à l'investissement. Les outils de cette nouvelle politique agricole commune devront à la fois garantir la stabilité des revenus et couvrir les risques de marché. Ils devront donner un cadre à long terme à l'agriculture, parce que lorsqu'on investit dans un mode de production, c'est pour le temps long et on a besoin de visibilité. Enfin, je veux que l'Europe et la France ouvrent les yeux sur la réalité du monde extérieur. Nous ne devons pas être les derniers à imposer à nos agriculteurs le respect des règles de l'OMC que tous les autres pays sont en train d'abandonner les uns après les autres. Pour ça, il faut que la France fasse à nouveau entendre sa voix en Europe. C'est comme ça qu'on permettra à nos agriculteurs de ne plus être victimes de ces interprétations différentes des normes européennes qui, comme par hasard en France, le sont toujours au détriment des agriculteurs. Enfin, dernier engagement que je veux prendre devant vous, je me battrai de toutes mes forces pour obtenir la levée des absurdes sanctions contre la Russie, inefficaces politiquement et qui nous ferment un marché important et qui ont largement contribué à la déstabilisation des marchés agricoles européens. Voilà. J'allais conclure, mais j'allais oublier quelque chose de très important. J'allais oublier de vous dire que les agriculteurs doivent reprendre le pouvoir dans les négociations commerciales et qu'ils doivent y occuper la place qui leur revient, et ils doivent le faire au bon moment, c'est-à-dire avant que les industriels et les distributeurs aient négocié les prix. C'est la raison pour laquelle je les soutiendrai dans cette démarche et s'il le faut, et je crois qu'il le faudra, je les soutiendrai dans cette démarche par la loi. 1 minute. Dans l'économie moderne, la capacité d'une filière à s'organiser, c'est la clé
de la compétitivité. Je m'engage à ce qu'il y ait une juste répartition de la valeur ajoutée entre les producteurs, les transformateurs et la grande distribution. Et pour ça, il faut rétablir un juste rapport de force, aujourd'hui qui est au détriment de nos agriculteurs, grâce à une contractualisation qui soit équilibrée. Voilà, mesdames et messieurs, je veux simplement conclure en vous disant que mes racines sont rurales, mes racines sont paysannes. J'ai donné un peu plus de 30 ans de ma vie aux territoires ruraux et à notre pays. Ne croyez pas les candidats qui vous expliquent qu'ils vont vous verser un salaire parce que vous êtes les jardiniers de la France. Ne croyez pas non plus ceux qui vous promettent le revenu universel. Moi, mon projet, c'est une agriculture qui produit, une agriculture vertueuse dans son développement, et c'est une agriculture qui gagne sa vie avec ses productions et qui doit redevenir la première agriculture en Europe. Alors, deux types de questions qui viennent de la salle, mais qui viennent aussi du Conseil de l'agriculture française. Christiane Lambert démarre avec la première question à Michel Prug. Michel Prug qui représente le monde mutualiste et coopératif. Je vous en prie. Ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on change de micro. 1, 2. C'est parfait. Monsieur Fillon, vous venez dans votre propos introductif de balayer, et je pense aux applaudissements, convaincu sur votre volonté d'avoir une agriculture économiquement forte et où on sent bien que vous voulez mettre de l'incitation et de l'accompagnement pour une agriculture d'innovation, de prise de risque calculée, avec des outils modernes qui permettent d'entreprendre et de mettre des outils de gestion de risque. Alors, une question, jusqu'à quel niveau, j'ai bien entendu la partie agricole, voyez-vous cette capacité à gérer les risques, puisque de là dépendra la capacité à prendre du risque pour aller sur des marchés. Et la deuxième chose, on a parlé du revenu des agriculteurs, le mot contractualisation est très présent, et d'ailleurs s'applique dans beaucoup d'endroits et fonctionne très bien. Mais quand on dit contractualisation, en contrepartie, il y a des cahiers des charges, il y a des règles de fixation de prix, il y a la garantie de satisfaire un client qui s'est engagé au bout. Et souvent, on nous demande d'utiliser de nouvelles technologies, de prendre des risques, d'avoir une garantie en qualité et en volume. Et les moyens de production, dont l'irrigation dont vous avez parlé, est essentiel dans un certain nombre de régions, puisqu'il n'y a pas moins d'eau, mais elle se répartit différemment du fait des réchauffements climatiques. Il faut être capable de la stocker. Et dernier point pour mettre cela en œuvre, je termine ma question. L'organisation de votre futur gouvernement, y a-t-il un ministère de l'agriculture, de l'alimentation des territoires, ou comme je dis dans un propos, est-ce un ministère de la nature et du bon goût? Bon, la réponse, vous la connaissez déjà. Il y aura un ministère de l'agriculture, de l'alimentation, des territoires, et le ministère de l'agriculture doit être occupé, dirigé par une personnalité qui a une véritable capacité de négociation, et en particulier de négociation internationale. Je pense que la grande faiblesse de ces 5 années a été dans la faiblesse de la position française à Bruxelles. C'est vrai pour l'agriculture, ce n'est pas vrai seulement pour l'agriculture. Au moment où l'Union européenne est entrée en crise, au moment où un grand pays a décidé de la quitter, au moment où se pose la question même de l'existence et de l'avenir de l'Union européenne, on a envoyé Harlem Désir. Je pense honnêtement qu'on a besoin d'avoir un poids lourd, un ou une, pour défendre les intérêts français en Europe. Et tout à l'heure, je parlais de la politique agricole commune. Moi, je voudrais qu'on aille à Bruxelles pour commencer la discussion sur la nouvelle politique agricole commune avec un projet de politique agricole commune que nous aurons conçu et qu'on mettra sur la table. Je ne dis pas naturellement que tous les Européens l'accueilleront avec enthousiasme, bien sûr, mais au moins on discutera à partir d'un projet qu'on aura bâti et qui aura sa cohérence. Alors, il y avait une question sur la prise de risque et je voudrais la mixer avec une question de la salle. Comment vous allez favoriser la prise de risque nécessaire de la part des agriculteurs ou des entreprises transformatrices notamment, ou des entreprises des filières. Et cette question de la salle, c'est votre gouvernement qui a fait le Grenelle de l'environnement et qui a durci les normes. Vous reniez celui-ci? Je ne le renie pas, mais je le regarde avec un esprit critique.
il y a des choses qui étaient positives dans le Grenelle de l'environnement. Ce qui était positif, au fond, c'était l'idée qu'on devait mettre en place une discussion entre tous les acteurs et cesser cette espèce de confrontation permanente entre, d'un côté, l'économie et de l'autre côté, les défenseurs de l'environnement. Mais en même temps, il faut regarder le résultat aujourd'hui. Il y a d'abord le maintien de cette confrontation malgré tout. Autrement dit, on a le sentiment que certains acteurs, pour ne pas dire clairement les choses, les associations environnementales, ont empoché ce qu'elles souhaitaient dans le Grenelle et qu'ensuite elles ont recommencé la négociation à zéro. Donc c'est ça qui doit changer. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que l'équilibre entre les représentations professionnelles et ces associations ne peut plus rester en l'état. Il faut corriger les erreurs du Grenelle, réduire les normes. On ne peut pas avoir des normes françaises à partir du moment où on a un marché agricole européen. Il faut choisir. Ou bien on a un marché agricole européen et on a des normes européennes, ou alors on n'a pas de marché agricole européen. Je pense que personne, très peu d'entre vous, souhaite sortir de ce marché agricole, donc les normes doivent être alignées sur les normes européennes. On ne peut pas lutter avec nos voisins allemands ou avec les Pays-Bas si on a des normes qui sont différentes. Christiane Lambert. Monsieur Fillon, 2 questions. Une première sur le compte pénibilité. Le secteur agricole est très employeur de main-d'œuvre, notamment dans les exploitations agricoles, des travailleurs CDI, des travailleurs CDD, des temps complets, des saisonniers. Que ferez-vous du compte pénibilité qui est extrêmement difficile à appliquer? Et puis, seconde question, je siège dans beaucoup d'organisations à composition grenélienne, avec justement toutes les parties prenantes. Et oui, c'est vrai, c'est un petit peu le toujours plus qui peut désespérer les chefs d'entreprise qui doivent concilier l'économie et l'écologie. Dans la loi biodiversité a été voté le principe de non-régression du droit de l'environnement, qui est le contraire de la politique de résultat. C'est-à-dire que même si on obtient des résultats, non, le droit de l'environnement ne doit pas régresser. Qu'entendez-vous faire sur ce sujet? Le compte pénibilité. Le compte pénibilité, je le supprime. Nous abrogerons ce texte. La pénibilité, elle doit être prise en compte par la prévention, elle doit être prise en compte par les visites médicales que passent les salariés. Et quand un salarié est victime d'une situation de pénibilité, à ce moment-là, il est normal de lui accorder la possibilité de partir plus tôt en retraite, mais ça ne doit pas être une règle qui s'applique de manière très technocratique comme celle qui a été imaginée. Si je peux me permettre juste une anecdote, en 2003, quand j'ai fait la première réforme des retraites, le débat sur la pénibilité était déjà ouvert et on a cherché des critères objectifs pour mettre en place un vrai système de prise en compte de la pénibilité. Pourquoi est-ce qu'on a renoncé ? Parce que le seul critère objectif qu'on a trouvé, c'est l'espérance de vie par catégorie professionnelle. Et si on regarde cette espérance de vie par catégorie professionnelle, ceux qui vivent le plus longtemps en France, ce sont les curés et les enseignants. Et ceux qui vivent le moins longtemps, ce sont tous ceux qui travaillent dehors. Les agriculteurs, les couvreurs, les maçons, les gens qui ont un métier exposé aux intempéries. Donc il aurait fallu, pour mettre en place la pénibilité, obtenir que les curés travaillent plus longtemps, ça c'est pas un problème, mais que les enseignants travaillent plus longtemps pour que les agriculteurs puissent partir plus tôt. Et je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'à faire cette proposition. Voilà. Claude Cochonneau. Et sur la non-régression sur le du droit, deuxième peut-être sujet, ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Il ne faut pas figer les choses. Je souriais tout à l'heure en regardant le panneau qui s'affiche devant moi, parce qu'il y a une question qui vient d'un internaute, j'imagine, pour savoir si Mme Kosciusko-Morizet sera ministre de l'Agriculture ou de l'Environnement. Donc je vous réponds, pas de l'agriculture, sûrement pas, non. Elle a d'autres talents. Claude Cochonneau, des Chambres d'agriculture. Oui, Monsieur Fillon, au cours de cette matinée, nous avons évoqué, et même pendant le congrès, les 2 jours de congrès, nous avons évoqué à plusieurs reprises le sentiment de décrochage de la ruralité par rapport à une société qui s'urbanise de plus en plus. Quel est votre regard sur l'équilibre territorial de notre pays pour une ruralité vivable? D'abord, là, il y a une chose qui est très importante, c'est que la première cause de désertification de nos territoires, c'est quand même la situation économique du pays. Un pays qui crée plus d'emplois, un pays qui a plus de croissance, c'est un pays qui naturellement ne peut pas
lutter efficacement contre la désertification rurale. Donc tous ceux qui vous proposent des dépenses publiques, des mesures administratives pour lutter contre la désertification, honnêtement, c'est de la littérature. Ça ne servira à rien s'il n'y a pas des créations d'emplois. Donc il faut de l'activité économique si on veut lutter contre la désertification. Mais naturellement, pour que cette activité économique s'implante dans les territoires ruraux, compte tenu de leur handicap, il y a 3 choses absolument fondamentales. Il faut une présence en matière de santé. Sans lutter contre les déserts médicaux, on n'arrivera pas à redresser la barre sur nos territoires ruraux. Il faut une présence de grande qualité en matière d'éducation. C'est les 2 points fondamentaux. Moi, j'ai été élu local pendant des années. Je sais très bien qu'on ne peut pas lutter si on n'a pas une offre de soins et une offre d'éducation de qualité. Après, il faut des infrastructures de transport et il faut surtout maintenant des infrastructures en matière numérique. C'est la raison pour laquelle moi je veux un engagement de l'État à mettre en place le très haut débit dans les territoires ruraux. Ailleurs, c'est aux opérateurs de le faire. Et pour le faire, je propose que l'État vende ses participations dans des entreprises privées, dans un grand nombre d'entreprises privées où ces participations sont totalement inutiles, constitue un fonds à partir duquel on investira dans le très haut débit, dans les zones rurales. Alors, Jérémy de Serle, président des Jeunes Agriculteurs. Le micro bleu fonctionnera. Monsieur Fillon, on a perdu plus de 30% des agriculteurs ces 10 dernières années. Vous n'avez pas forcément trop évoqué la jeunesse agricole dans votre intervention. Quelles sont vos propositions ou en tout cas votre vision pour justement continuer d'accompagner les jeunes vers l'installation? Et est-il possible aussi d'imaginer des mesures fiscales pour les potentiels cédants qui vont arriver aussi dans les années à venir afin qu'ils puissent transmettre leur exploitation plus facilement à un jeune? Alors d'abord, les jeunes s'installeront si l'agriculture permet de vivre. C'est quand même la base. Et c'est la raison pour laquelle toutes les mesures qui permettront d'améliorer la compétitivité de l'agriculture, de dégager des revenus pour les agriculteurs, permettront l'installation plus facile des jeunes. Ensuite, il y a des dispositifs qui existent, que vous avez bâtis vous-même et qui naturellement doivent être protégés, préservés, voire amplifiés. Mais puisque vous évoquez la transmission, je propose dans mon projet qu'on suspende tous les droits en matière de transmission quand la transmission d'une entreprise, je l'ai dit pour les PME, quand la transmission d'une entreprise reste dans la famille. Parce que je pense que le maintien des entreprises familiales, c'est un objectif fondamental pour la stabilité de l'économie d'un pays comme le nôtre. Et comme nous nous en étions ouverts au Salon de l'agriculture, je propose qu'on étende cette règle aux agriculteurs. Ça ne répond pas à toute votre question, parce que la transmission ne se fait pas toujours dans la famille, enfin elle se fait souvent dans la famille. Et l'idée que je propose pour les PME, c'est tant que l'entreprise est transmise dans la famille, on suspend les droits, et les droits ne deviennent exigibles que lorsque l'entreprise est vendue à l'extérieur de la sphère familiale. Alors, François Fillon, on arrive presque au bout de votre intervention. Une question qui vient de la salle et qui est liée aussi à l'actualité. On a très peu parlé de l'agriculture dans les dom-toms depuis cette matinée. Et le cas de la Guyane, évoqué par les médias, bien sûr, avec ce qui s'y déroule, avec une agriculture qui serait catastrophique, ou en tout cas une situation agricole qui serait très difficile selon cette question, nous ramène à la Guyane. Qu'est-ce que vous faites pour soutenir les dom-toms et leur agriculture? Et ensuite, je vous demanderai de conclure, puisqu'on est arrivé presque au bout de votre En Guyane, il y a d'abord un problème fondamental qui est un problème de sécurité. La Guyane vit dans une insécurité que vous n'imaginez pas, avec une violence quotidienne, y compris dans la capitale Cayenne. Et la première des responsabilités de l'État, c'est, à travers des mesures d'urgence, de rétablir la sécurité dans ce département. Après, l'agriculture des départements et des territoires d'outre-mer, elle doit être soutenue, protégée, le cas échéant aidée financièrement. Pourquoi ? Parce que nous avons mis en place depuis très longtemps des standards sociaux dans les départements et territoires d'outre-mer qui sont les mêmes qu'en métropole, qui sont donc relativement élevés. C'est le niveau du SMIC, c'est la protection sociale. Et ces territoires vivent au milieu de régions dans lesquelles cette protection sociale et ces niveaux de salaire n'existent pas.
Et donc il est totalement illusoire de penser que la Guyane pourrait devenir, si on reste avec la même organisation, un territoire qui va vendre ses produits à un prix raisonnable à toute la région, à toute l'Amérique centrale ou à toute l'Amérique du Sud. C'est juste impossible. C'est pour ça qu'il faut maintenir des dispositifs de soutien et c'est pour ça qu'il faut sortir ces territoires d'outre-mer, j'ai envie de dire, de la tutelle européenne. Il faut qu'ils soient en situation de dérogation complète par rapport aux règles européennes. C'est encore un exemple de l'absurdité du fonctionnement parfois du système européen. Comment est-ce qu'on peut imposer à la Réunion ou à la Guyane des règles, des standards, des normes qui sont faites pour l'Allemagne, la France ou les Pays-Bas? Voilà. Et merci. Je vous propose de conclure votre intervention. La conclusion, elle sera simple. Nous sommes pour au moi. bout. Les agriculteurs sont des entrepreneurs. Les agriculteurs représentent la modernité. Ils ne sont absolument pas des représentants d'un passé ou de tradition folklorique qu'il faudrait maintenir. Ce sont des agriculteurs. Ils ont le droit d'avoir les mêmes droits que les agriculteurs, que les entrepreneurs, en termes de charges, en termes d'organisation, en termes de liberté. Et c'est le point central du projet que je défends. Je pense que notre pays pourrait être la première puissance en Europe, et pas seulement dans le domaine agricole, à une condition seulement, qu'on donne un peu de liberté à tous les agents économiques. Voilà, je reprends à mon compte la fameuse formule de Georges Pompidou, mais je la mets dans sa bouche pour que vous ne trouviez pas que je suis grossier. Il faut arrêter d'emmerder les agriculteurs. Merci, c'est pas fini, mesdames et messieurs. Merci à François Fillon d'avoir joué le jeu comme les autres, évidemment, de cette matinée. Ce n'est pas fini, si vous voulez bien.